Salut tout le monde Salut tout le monde. et bienvenue pour ce premier épisode sur une chronique qui sera consacrée aux avis débats sur chaque épisode de Resident Evil. Alors du coup, pour le moment, comme je ne possède qu'une PS4 pour faire tout ce qui est montage et aussi enregistrement de vidéo, bah je vais pas pouvoir faire sur les versions originales. Donc c'est pour ça que pour cet épisode Resident Evil, comme vous pouvez le voir, je suis sur la version remake, le remaster HD. Voilà. Du coup, cet épisode se portera sur Resident Evil 1 1996 et ses autres versions. Donc on parlera de chaque version sortie, donc la version Director's Cut, Saturn, PC, la version 2002 et autres. Donc il y a énormément de versions de ce jeu-là. Même une qui a été annulée finalement, la version Game Boy. Mais on en parlera du coup un petit peu plus tard. Et du coup, on se dit à tout de suite. Et donc du coup, Resident Evil 1, qu'est-ce que c'est ? Alors, c'est l'un des tout premiers survival horror, fait du coup par Shinji Mikami. Alors c'était le chef de projet, les scénaristes qui sont Kenichi Iwao et Yasuyuki Saga. Alors, si jamais j'écorche les noms, je suis vraiment désolé. Je noterai les noms sur l'écran, de toute manière, donc vous pourrez les lire vous-même. Bien sûr, les liens des sites où j'ai trouvé toutes ces informations seront dans la description, ne vous inquiétez pas. Voilà. Et du coup les producteurs qui sont Tokuro Fujiwara et Masayuki Akaori. Voilà, le jeu était sorti à la base sur PlayStation 1 le 22 mars 1996 au Japon. En Europe, il est sorti le 1er décembre 1996, aux États-Unis le 30 mars 1996. Elle sera du coup ensuite suivie d'une version Saturn, sortie du coup au Japon le 25 juillet 1997, qui sera du coup ensuite suivie de la version américaine, sortie le jour de mon anniversaire le 31 août 1997. Et la version européenne le 1er octobre 1997. Et ensuite, on va passer à la dernière version de cette époque-là. Je compte pas les Director's Cut dans ces dates. Donc du coup, la version PC, sortie au Japon le 6 décembre 1996, et la version européenne sortie le 17 décembre 1997. Ensuite suivie de la version européenne sortie le 30 septembre 1997. Alors du coup, comme je l'ai dit tout à l'heure, Resident Evil ou alors Biohazard, voilà, oui voilà pour les amis japonais, et le premier épisode de cette saga. Voilà, il est sorti en 1996 et un an plus tard sortira une version non censurée nommée Director's Cut, et un peu plus tard une version DualShock de cette dernière, sortie exclusivement aux USA sur PlayStation. Par contre je crois que l'année c'est 98 mais j'en suis plus sûr. Ensuite en 2002 un remake sur GameCube voit le jour, et en 2006 c'est au tour de la DS d'avoir sa version de cet épisode nommée Deadly Silence. En 2007 l'épisode Director's Cut sortira sur PS3 et PSP via le PSN, donc totalement en dématériel, et seulement en version américaine, donc il n'y a pas les sous-titres français. Et ensuite, ce fut au tour de la Wii, en 2009, d'avoir sa version nommée Resident Evil Archive. Voilà, ce fut le premier jeu qui créera le thème Survival Horror. Je parle bien du terme, parce que ce n'est pas le premier jeu à avoir ce style-là. Voilà. Du coup, le synopsis... 23 juillet 1998, suite à de nombreuses agressions sanglantes dans les alentours de Raccoon City, un groupe d'intervention, l'équipe Bravo des Stars, Special Tactic and Rescue Service, fut envoyé sur les lieux pour enquêter. Lors d'un vol de reconnaissance au-dessus des montagnes d'Arclay, le moteur lâche soudainement, les systèmes de communication sont HS et l'hélicoptère s'écrase dans une clairière de la forêt près d'un manoir. Ensuite, c'est le 24 juillet 1998, l'équipe Alpha des Stars sont envoyés en renfort pour localiser et secourir les membres de l'équipe Bravo. Auparavant, des habitants de Raccoon City avaient contacté la police locale pour les informer de la disparition et de la découverte de randonneurs sauvagement mutilés. Les histoires à propos de monstres aperçus dans les montagnes terrorisent toute la région après que la presse ait ébruité l'affaire. Les membres de l'équipe Alpha arrivent sur les lieux et découvrent le corps mutilé de Edward Dewey, le copilote de l'hélicoptère de l'équipe Bravo, et tout le matériel abandonné sur place. Puis ils sont subitement attaqués par une meute de chiens hideux et enragés. Brad Vickers, le pilote de l'hélicoptère de l'équipe Alpha, s'enfuit seul. Joseph Frost, spécialiste en véhicule de l'équipe Alpha des Stars, se fait tuer et les 4 survivants courent pour se réfugier dans un manoir délabré. Alors, lors de cette aventure, 2 personnages seront jouables. Chris Redfield, membre de l'équipe Alpha des Stars, et Jill Valentine, aussi membre de l'équipe Alpha des Stars. Les 2 personnages ont des différences, et pas seulement superficielles. Par exemple, la taille de l'inventaire qui diffère, ou les personnages rencontrés dans le manoir qui créent des scénarios légèrement différents pour les 2 protagonistes. Chris Redfield est plus fort et plus rapide que Jill. Il est donc plus résistant qu'elle et lui permet d'esquiver les attaques. Il est plus précis, ce qui augmente les chances de coups critiques.
Mais son scénario est beaucoup plus difficile, son inventaire lui permet de porter seulement 6 objets et on commence avec seulement un couteau de survie. Contrairement à Jill, il ne possède pas de kit de crochetage mais un briquet, ce qui fait qu'on doit constamment trouver des petites clés, je sais plus si c'est petites clés ou des vieilles clés, pour ouvrir certaines portes verrouillées. Son personnage de soutien est Rebecca Chambers, nouvelle recrue et infirmière de l'équipe Bravo des Stars. Elle peut soigner Chris à certains moments du jeu et, bien sûr, Chris a une arme exclusive à son scénario, un lance-flamme. Du coup, ensuite, Jill Valentine a le scénario le plus simple, car elle peut porter 8 objets dans son inventaire, elle a un kit de crochetage qui lui permet de remplacer les petites clés. Cependant, elle est plus vulnérable, il est plus difficile pour elle d'échapper à leurs attaques, et il est donc plus difficile de faire des coups critiques. Son personnage de soutien est Barry Burton, spécialiste des armes de l'équipe Alpha des Stars. Il est très utile, par exemple, on n'a plus besoin de récupérer le fusil cassé pour récupérer le fusil fonctionnel, et aide Jill dans certains combats de boss. Jill a également une arme exclusive à son scénario, le lance-grenade qui permet de lancer 2 types de grenades. Juste concernant Chris Redfield, il faut rappeler qu'il est un tireur d'élite, avant tout parmi les membres du Star, ce qui fait qu'il a un atout avantageux pour son équipe. Jill Valentine a été précisé, mais qui est aussi une experte en bidouillage, très à l'aise pour toute situation d'imprévu. Et Albert Wesker, notamment un chef de mission, et comme tu as bien précisé, aussi chef de l'équipe des Stars. Et concernant l'équipe Bravo, il y a pas mal de choses à dire. Quelques infos succinctes mais intéressantes tout de même. Donc Richard Eken, qui est l'expert en communication de leur équipe. Enrico Marini, qui est le chef de mission également. Forrest Player, qui est le spécialiste en transport et notamment un très grand ami de Chris Redfield dans leur complicité, et également très proche de Joseph Frost pour leur rôle en question, tous les deux des spécialistes en transport, et bien sûr Kennedy Sullivan, l'éclaireur et chimiste de l'équipe. Donc voilà, petite information succincte, mais toujours intéressant. Du coup, le personnage qui n'est pas choisi par le joueur devient du coup prisonnier de Albert Wesker, capitaine de l'équipe Alpha des Stars, jusqu'à la fin du jeu. Il vous faudra 3 disques émo pour accéder à la cellule de votre partenaire et le libérer. Et dans la version remake, la cellule ne peut être verrouillée en activant le système d'autodestruction ou en utilisant la clé du laboratoire se trouvant sur le corps de Wesker. Voilà, vous pouvez décider de qui sera libre ou non. Ça, du coup, je crois que c'est que dans la version remake. Je sais plus, dans la version 96, on pouvait en fait avoir le choix de qui on sauvait ou pas. Dans la version 96, on peut avoir le choix de qui on sauve. Dans certaines situations, il y a déjà la première choix, c'est sur Barry Burton, où le premier choix primordial, c'est lors du combat le second combat contre Yarn, où il nous jette une corde pour nous sauver, et si on part, ça va enclencher son décès futur, et si on reste et qu'on attend son retour, c'est une des premières possibilités. La deuxième possibilité est dans les mines, ou autrement vos termes de préférence. Et dans les égouts, il y a pareil le retrouvaille avec Barry Burton qui vous demande si il veut qu'il vous accompagne pour vous protéger. Si vous dites oui, vous allez l'avoir à vos côtés et du coup empêcher qu'il meure. Et si vous dites non, vous préférez le laisser partir, il va se faire attaquer par un hunter futur. Et du coup également pour Chris, plusieurs choix sont possibles pour sauver ou non Rebecca Chambers, qui est la première sur la leçon du piano, si vous décidez de dire oui ou non en entraînement. Et également le second choix, c'est lors de la rencontre avec Rebecca, si vous décidez de dire oui à ce qu'elle vous accompagne ou non. Ces 2 choix par rapport aux 2 endroits auront des conséquences sur si elle sera attaquée futurement et du coup si on peut la sauver, ou si c'est déjà trop tard et que vous avez fait en sorte que son sort est déjà foutu. Alors du coup, comme je disais, donc vous pouvez du coup décider de qui sera libre ou non, et ça aura un impact dans la cinématique de fin. Et du coup, on va passer à la présentation des personnages. Alors, voici tous les membres Stars que nous croiserons lors de notre partie. Donc nous commençons par le premier Albert Wesker, comme je l'ai dit tout à l'heure, capitaine de l'équipe Alpha des Stars. Ensuite Barry Burton, Brad Vickers, Joseph Frost, Kevin Dooley, Rebecca Chambers, Richard Eken, qui est membre de l'équipe Bravo des Stars, qui a été mordu par le Yawn et il meurt avant que le sérum le sauve. Dans la version remake, il survit si vous lui donnez le sérum à temps.
et il meurt dans tous les cas soit par le Yawn ou alors par le Neptune, qui est du coup un requin visible dans le jeu. Si il meurt dans l'une de ces scènes, il vous donne un fusil à pompe qui a une très bonne cadence de tir. Du coup ensuite, Forrest Speyer, aussi membre de l'équipe Bravo, tué par une horde de corbeaux dans Director's Cut et le remake, il revient en zombie. Ensuite nous avons Kenneth G. Sullivan, membre de l'équipe Bravo, qu'on retrouve décapité et dévoré par le premier zombie qu'on rencontre dans le remake. On peut trouver un film sur son corps qui montre ses derniers instants. Enrico Marini, chef de l'équipe Bravo des Stars, il se fait assassiner en disant qu'il y avait un traître parmi les membres du Stars. Du coup, j'ai aussi une petite anecdote par rapport à Kenneth G. Sullivan. En fait, il y a un petit faux raccord. En fait, quand on récupère le film sur du coup Kenneth G. Sullivan, on peut voir, même entendre, qu'il tire 5 coups de feu. Or, dans la cinématique d'intro, on entend seulement un seul coup de feu. Donc soit c'est un faux raccord, soit du coup, en fait, quand on arrive là, en fait, c'était en fait le dernier coup de feu qui tirait. Ouais, c'est possible. Je vais du coup revenir sur les présentations des personnages et approfondir certaines infos anecdotiques et intéressantes sur leur passé, leur parcours. Je tiens à préciser que les infos maintenant que la plupart que je cite et que j'ai cité dans la vidéo proviennent du livret original dans le jeu, donc de la version 96, le petit livret dans la boîte. Et du coup, je vais vous simplement lire les infos sur les persos un par un. Donc, concernant donc Barry Burton, même si une partie a été dit par mon très cher ami, Barry Burton, vieil ami et équipier de Chris Redfield, ancien membre du SWAT. Barry est responsable de la maintenance et la fourniture des armes pour tous les membres des Stars. Il a 16 ans d'expérience dans ce domaine et a mené nombre de projets à bien. Barry est un allié sûr, mais a eu dernièrement quelques problèmes avec sa femme et ses 2 filles. Il peut sembler déprimé à certains moments. Concernant Chris Redfield, après avoir été forcé de quitter l'Air Force, Chris a été un peu perdu jusqu'à sa rencontre avec Barry. Barry l'a recruté à la création des Stars. À présent, Chris vient d'être affecté dans une toute petite unité au quartier général de Raccoon City pour faire rapidement ses preuves. Un dur à cuire qui possède un moral solide et beaucoup de vitalité. Chris maîtrise brillamment les armes lorsqu'il se trouve cerné par ses ennemis. Concernant Jill Valentine, un soldat intelligent qui a dans le passé tiré plus d'un membre des Stars d'un mauvais pas. Tout comme Chris, Jill vient d'être affectée à Raccoon City. Elle excelle dans l'utilisation de petits outils tels que les passe-partout. Jill a de fortes convictions et lutte pour ce qu'elle croit être juste. Bien qu'elle puisse transporter de nombreux objets, elle ne fait pas preuve suffisamment de vitalité, ce qui constitue un inconvénient majeur. Concernant Brad Vickers, Brad est un génie de l'informatique. Il n'a pas son pareil pour assembler des informations. Malheureusement, sa peur de la mort lui attire les foudres de ses coéquipiers. Son manque de courage en cas de danger lui a valu le surnom de poule mouillée. Alors que Chris est un pilote de chasse expérimenté, Brad est le pilote d'hélicoptère attitré de l'équipe Alpha. Albert Wesker a très vite progressé dans la hiérarchie des Stars. Il est aujourd'hui à la tête de l'équipe Alpha, considéré par beaucoup comme un type cool, à cause de sa coupe de cheveux branchée et de ses éternelles lunettes de soleil. Wesker a été recruté par un chasseur de tête en raison de son caractère incisif et a fini par créer l'unité Stars de Raccoon City. L'équipe Bravo, à son tour, Richard Haken, membre très important des Stars, spécialisé dans les communications au sein de l'équipe Bravo, seul lien réel entre les forces sur le terrain et le quartier général, Richard s'occupe en réalité des 2 équipes dans la mesure où l'équipe Alpha n'a pas vraiment de spécialiste entre elles, sauf peut-être Jill, qui est une bricoleuse. Doté d'un moral d'acier, Richard souhaite toujours très chaleureusement la bienvenue aux nouveaux membres de l'équipe. Rebecca Chambers, dernière recrue du groupe, Rebecca a été recrutée pour ses talents de secouriste et pour sa connaissance des premiers secours. Elle est très intimidée par ses coéquipiers, d'une part à cause de son âge, 18 ans, mais d'autre part à cause de son manque d'expérience. Rebecca est disposée à aider et essaye d'accomplir sans hésitation les missions qu'on lui assigne. Enrico Marini, chef de l'équipe Bravo, et sous les ordres de Wesker dans le cadre de l'unité Stars, Enrico se sent menacé par l'arrivée de l'équipe Alpha, car il pense que Chris ou Barry pourraient finir par prendre sa place. Enrico est néanmoins un membre dévoué des Stars qui commande avec fierté l'unité lorsque Wesker le lui permet. Forrest Speyer, en plus d'être un expert en transport pour l'équipe Bravo, Forrest est un excellent tireur d'élite. C'est un véritable professionnel et ses qualités forcent le respect de ses coéquipiers. Dans les premiers instants, le contact qu'il a avec Chris est bon.
ils vont sans aucun doute devenir de bons partenaires. Et concernant le dernier, Kennedy Sullivan, discret, c'est un éclaireur de talent. C'est également un expert en chimie. Il se demande bien en quoi son expérience dans la chimie peut être d'une quelconque utilité à Raccoon City. Mais il oublie rapidement ses doutes, puisque c'est Wesker en personne qui l'a enrôlé dans les Stars. Voilà pour les petites infos de leur passé et pour mieux comprendre les persos en question. Du coup, nous allons passer à la liste des ennemis. Alors, au cours de votre aventure, vous serez confronté à combattre ou à fuir vos ennemis, bien sûr, si vous avez le choix. En voici du coup une liste. Alors, je vais peut-être pas forcément apporter de précision sur les ennemis, puisque il n'y a pas grand-chose à dire sur eux. Du coup, alors, comme ennemis que vous croiserez, il y aura du coup les zombies. Donc ceux qu'on connaît tous, hein, voilà, ces morts-vivants qui avancent très lentement et qui veulent juste une seule chose, vous bouffer tout cru. Nous aurons aussi les cerbères, qui sont tout simplement des chiens contaminés du même virus, donc le virus T, virus tyran. Vous aurez aussi du coup des corbeaux, une plante monstre qui est aussi d'ailleurs je crois dans la version remake appelée la plante de la fontaine. Du coup nous avons aussi Yawn qui est un serpent gigantesque donc contaminé aussi par le virus T. Vous avez aussi des, alors la version en anglaise s'appelle des Aider qui sont du coup en fait des mini serpents, voilà, donc ce sont en fait des mini Yawn, voilà. Nous avons aussi donc à un certain moment des abeilles. Nous aurons aussi du coup Neptune qui est du coup le requin dont je vous avais parlé tout à l'heure. Vous avez du coup aussi la plante 42. Vous avez des hunters, donc vous avez aussi les araignées, aussi appelées les web spiders, vous avez aussi donc, du coup les small spiders, vous avez aussi le black tiger, la chimère aussi. Alors oui, merci du coup des précisions. La chimère qui est un mélange entre un humain et une mouche, voilà, ça aussi c'est très intéressant. Et du coup le tyran T002. Voilà, donc dans la version 2002 vous aurez de nouveaux ennemis, donc vous aurez d'ailleurs 3 nouveaux ennemis. Le Crimson Head prototype 1 et Lisa Trevor. Après, je sais plus s'il y a d'autres ennemis. Non, normalement. Alors la petite différence concernant un ennemi secondaire qui sont, comme tu as bien précisé, donc dans la version remake, ce sont des abeilles qu'on rencontre dans la maison du gardien qui lui empêche d'accéder à une clé pour avoir accès au box. Mais dans la version 96, ce ne sont pas des abeilles mais des guêpes. C'est une petite nuance assez légère mais qui sont assez belles. Oui, puis ça reste quand même très intéressant à préciser. Et du coup aussi dans la version Saturn, il y a un nouvel ennemi qui s'appelle, alors je sais plus si c'est le ou la, mais c'est la tique, qui est du coup un hunter marron. Voilà. Hunter marron doté d'un cri spécifique un peu plus aigu, un peu plus fort, qui apparaît exclusivement dans les sous-sols du manoir. Oui, il me semble. Sous-sol du manoir, alors sous-sol du manoir, faut bien préciser, c'est pas les sous-sols du manoir en question, c'est vraiment le sous-sol de la cour comprise. Vous retrouvez vraiment, c'est dans cette sorte de, moi j'appelle généralement c'est les égouts, dans le remake on appelle ça la mine, qui sont vraiment les souterrains de la cour du manoir, vraiment les souterrains, donc les souterrains qui permettent d'accéder au laboratoire. Et dans cette version Saturn, cet ennemi est exclusif à cette zone, qui sont les souterrains. C'est vraiment, on rencontrerait 2-3, c'est ce qui remplace les hunters habituels de toutes les autres versions, sauf que là, comme l'a dit très précisément, c'est donc le Latic, donc doté d'un cri spécifique. Et il me semble qu'ils peuvent avoir une petite résistance différente par rapport à Hunter. Oui, et d'ailleurs aussi, il a aussi une petite différence physique, autre que sa couleur marron. Ses griffes sont de forme de faux, enfin de fossiles en gros. Voilà, donc elles sont un peu d'une forme arrondie. Voilà. Alors elles sont pointues, elles peuvent quand même vous trancher la tête, mais en fait c'est juste en fait leur forme de griffes qui sont différentes. Alors, du coup on va passer aux différentes versions. Alors, il y en a 6 vraiment majeures. Je parle vraiment des versions qu'on connaît. Et je vais aussi parler du coup de 2 versions. Une qui a été annulée et une autre qui fait partie d'une version qu'on connaît. Du coup, on va commencer par la version de base, la version de 1996. Donc la version PlayStation. Voilà. Donc, qui est la version de base. La scène du premier zombie est censurée dans la version américaine et européenne. Cependant, elle ne l'est pas dans la version japonaise. Et du coup, le générique de fin occidental n'est pas le même que le générique du Japon. Voilà. Il a...
Oui, quelques plans du cast sont... Oui, mais il me semble que... Alors, je sais plus si c'est la musique ou si c'est vraiment la cinématique du générique qui change. Je crois que c'est juste la musique. Alors, c'est la musique, mais il me semble que c'est également concernant l'animation, le jeu d'acteur de Chris, où on peut le voir dans les versions censurées qui regardent la caméra, qu'on a quelques images de séquences, on le voit tirer dans l'intro, et dans les versions non censurées, on le voit fumer cigarette. Ok. Alors du coup, la version Saturn, cet épisode propose... cette édition, pardon, propose de nouveaux costumes pour chaque personnage. Du coup, les mêmes scènes censurées pour les versions PlayStation sont aussi censurées pour la version Saturn. Du coup, comme je l'ai dit, il y a de nouveaux ennemis. Alors, il y a le Hunter, donc le Tic, et on a aussi un deuxième tyran dans l'aventure de Chris. Voilà, la visée automatique dans cette version est disponible dans la version japonaise. Et il y a aussi un mode bonus appelé le Battle Mode. Et alors, je sais vraiment pas comment ça se passe sur la version Saturn, j'ai jamais faite. Il y a du coup, alors cette version posséderait un livre appelé True Story Behind Biohazard. Désolé pour l'accent. Oui, pas de soucis. Voilà. Donc je sais pas si c'est un document dans le jeu ou un bonus, je sais plus. Alors il faut savoir que la version Saturn donc, possède au sein de son fichier source, c'est les lettres de Trevor qui ont été écrites et normalement étaient exclusives à cette version-là. Les lettres n'ont jamais été retenues dans le jeu, du moins. Alors il y a débat. Je sais que un confrère site residentevillfr.com disait que les lettres étaient accessibles dans le jeu. Moi pour ma part je ne l'ai jamais trouvé, donc je vous invite en commentaire si jamais on là-dessus pour ceux qui ont fait la version Saturn. Mais les lettres de Trevor ont été écrites dans cette version-là à la base. Je ne sais pas donc s'ils sont trouvables dans le jeu, mais ce qui est sûr c'est qu'ils sont trouvables dans les sources internes du jeu. Du coup on peut les lire, on a accès à ces documents quand on lit les fichiers pour avoir accès à ces lettres qui étaient exclusives. Donc ça prouve qu'ils sont bien prévus dedans, et donc ça explique notamment que c'est dans cette version que les lettres existaient déjà avant bien le remake de 2002. Souvent là on confond en disant que c'est le remake 2002 qui introduit le parcours de George Trevor, alors que non, il était déjà bien présent dans la version Saturn de 96. Et pour parler un peu du mode Battle Game, qui est d'ailleurs le premier Battle Game de la série, ça a été le tout premier. Et c'est un mode qui consiste à enchaîner à peu près une dizaine de salles, alors je sais plus le nombre exact, c'est une dizaine, une quinzaine de salles du manoir, de tous les lieux réunis, manoir, maison de gardien et également les sous-sols. Et du coup vous avez un timer qui s'enclenche et qui se déroule, et le but c'est de faire le temps le plus rapide. Et du coup vous avez votre arsenal qui est spécifique à Deal et un arsenal spécifique à Chris. Et du coup vous devez juste nettoyer chaque zone. Chaque zone nettoyée est égale à un texte qu'ils appelaient le stage clear. Et du coup vous enchaînez sur la zone suivante. Vous avez deux pauses où vous pouvez revenir dans votre salle de sauvegarde pour vous faire votre équipement. Et du coup il n'y a qu'un système de classement. Quand vous terminez la dernière zone, vous avez un système de classement qui vous met entre rang S à rang E, voire rang F même. Je crois même plus que ça. Il me semble qu'il y a vraiment un long mode, donc on peut je crois même avoir jusqu'au classement IJ. Vraiment un très très grand classement et assez intéressant. Et du coup, plus vous faites une performance de temps bien et que vous gérez votre santé vitale, que vous ne prenez pas de coups et de dégâts, vous avez un meilleur classement selon vos compétences. Et l'avantage en ennemi exclusif dans ce mode, le premier c'est le zombie Wesker qu'on peut trouver dans une zone du laboratoire, qui est plus résistant que les autres. Et le deuxième ennemi, le Golden Tyrant, donc tyran doré plus résistant et tout en or, qui vous poursuit dans la salle du labo, et ce qui fait votre boss final du petit jeu. Donc voilà, c'était des infos très intéressantes et je vous invite aussi à faire le mode Battle Game. Ok, alors du coup juste après ça nous avons la version PC.
du coup qui possède encore des nouvelles tenues pour chaque personnage. Et deux nouvelles armes, donc je sais plus si ça se nomme l'Ingram ou alors l'Ingram, qui est du coup le pistolet mitrailleur et le Minimi, qui est une grosse mitrailleuse, voilà, donc qui peut faire penser par exemple à la Gatling, mais qui n'en est pas une, voilà. Je pense que l'Ingram, c'est à peu près l'équivalent de l'Uzi. Donc c'est un peu oui, voilà, c'est ça. Et concernant le Minimi, je crois que c'est le modèle du M60 parmi les cross mitraillettes utilisées. Pour simplifier, si jamais vous ne savez pas deviner le type de modèle d'arme. Et du coup, bien sûr, qui dit version PC dit graphisme un peu rehaussé. Voilà. La version PC. Oui, c'est ce que j'ai dit, du coup, j'avais dit du coup des nouvelles tenues pour chaque personnage. Oui. Alors du coup, la version Director's Cut, qui est la version non censurée de l'opus d'origine, il possède quelques petits changements dans l'aventure. Parce que en fait, d'ailleurs, il me semble que dans une des baignoires, en fait, dans la version 96, quand on la vide, il n'y a rien. Et la version Director's Cut, quand on la vide, il y a un zombie. Je crois que ce sont des petites différences comme ça qui du coup changent un petit peu, mais ce sont vraiment des différences minimes. Il n'y a aucun changement dans le scénario et l'histoire. Voilà. Et du coup, ensuite, je sais pas si c'est un an plus tard, mais un petit peu plus tard, aux États-Unis, donc il y a une version totalement exclusive, sortira la version DualShock, qui possède de nouvelles musiques, que très clairement je ne peux que vous conseiller d'écouter, car ce sont de véritables chefs-d'œuvre. Ceci est du sarcasme. Notamment Mansion Desmond, la plus connue. Exactement. Et du coup, la version à laquelle je joue, qui est du coup l'une des autres versions majeures, la version 2002, voilà, qui est du coup version sortie sur GameCube, qui a été totalement refaite de A à Z avec des graphismes totalement nouveaux. De nouveaux lieux et de nouvelles musiques sont du coup ajoutées et de nouveaux ennemis. Les cinématiques d'intro et de fin ont été refaites entièrement en images de synthèse et les énigmes ont été modifiées. Le gameplay bien sûr amélioré, avec l'ajout d'armes d'autodéfense par exemple, et le demi-tour rapide, le fait de pouvoir incinérer les zombies pour qu'ils ne se transforment pas en Crimson Head, je vais y arriver. Et du coup, deux nouveaux modes de jeu ont été ajoutés, le mode survie et le mode invisible, avec des fins supplémentaires. La version HD Remaster possède un mode très facile, de nouveaux costumes et une galerie de cinématiques. Voilà, si jamais tu as quelque chose à rajouter sur la version 2002... Alors la version 2002, c'est du coup pas des cinématiques supplémentaires, mais en vérité c'est le même nombre de fins, je veux dire. Les cinématiques supplémentaires sont les zones exclusifs, mais globalement c'est très fidèle aux scènes près de son opus original. Les seules cinématiques exclusives sont vraiment dans les lieux qui sont rajoutés. Mais globalement, ce sont tous les mêmes, les dialogues et le visage qui a été retouché, même si, en analysant profondément les scènes, vous pouvez même constater que, hormis 2-3 mots qui changent, ce sont même les scènes, les dialogues les mêmes que dans la version 96, ce qui est assez intéressant de voir que la plupart sont dans les mêmes dialogues, sauf simplement retraduits et resimplifiés, des petits aveux, des petits mots qui changent. C'est léger. Ok, alors du coup on va passer à une autre version, cette fois-ci sortie sur console portable, donc la version DS, qui du coup se nomme la version Deadly Silence, qui possède deux modes de jeu, donc un mode classique, qui permet du coup de rejouer à l'épisode original trait pour trait, et le mode Revival qui permet de profiter de l'écran tactile de la DS pour des phases d'attaque, par exemple utiliser le couteau grâce au stylet, et dans la résolution des énigmes. Les ennemis sont plus nombreux mais très faibles. Du coup aussi, certaines musiques ont subi un lifting et certaines musiques ont même été coupées ou simplifiées en son MIDI par rapport aux moyens techniques des cartouches. La voix de Richard a été refaite pour l'occasion uniquement pour me donner une heure à mettre sur l'horloge pour récupérer des munitions. Et de nouveaux costumes ont été ajoutés pour Chris, Jill et Rebecca. Il est possible, grâce à un câble Link, de pouvoir jouer avec son ami en local et jouer avec d'autres personnages, comme Richard Aiken par exemple, qui est un exemple bien sûr parmi tant d'autres. Et ça d'ailleurs c'est quelque chose moi que j'aimerais beaucoup faire, parce que ça c'est le genre de truc qui m'a l'air extrêmement intéressant de pouvoir jouer d'autres membres des Stars qu'on voit juste en cinématique et qu'on voit juste dans cet épisode là, qu'on voit juste dans une vulgaire cutscene. C'est là du coup de pouvoir les jouer dans l'entièreté du jeu, c'est juste très très intéressant je trouve.
C'est ça. Donc à tester. Oui. Mais moi, en tout cas, ça me donne quand même bien envie. Alors, tu as quelque chose à rajouter pour la version Deadly Silence? Alors la version de Deadly Silence, il y a des petits points à dire, même si globalement ça tout dit, mais pour faire légèrement quelques points. Donc concernant le mode de renaissance, qui est le mode exclusif de cette version, en plus donc, de l'ajout global où toutes les énigmes sont faites par le stylet, par le stylet de Antoine de Death. Donc toutes les énigmes ont été adaptées pour ça, donc toutes les énigmes sont exclusives à cette version. Vous trouvez une énigme de gramophone, une énigme pour passer un poignard entre les doigts du personnage, des énigmes comme ça, ou encore l'énigme de la manivelle pour le sous-sol de la maison du gamin qui est assez stressante, avec un timing précis et l'eau qui monte petit à petit, pour donner des petits exemples de scènes qui ont été retravaillées. Notamment l'ajout aussi de l'importance du micro. Par exemple, pour sauver Richard, vous devez souffler dans le micro pour réanimer son cœur. Vous avez des petites actions contextuelles, telles que souffler sur une bougie pour éteindre les lumières d'une pièce. Donc des petits ajouts très sympathiques. Et notamment donc cette vue FPS intégrée dans certaines scènes de combat exclusifs au couteau, où vous vous retrouvez en FPS avec des ennemis qui débarquent à l'écran et avec un certain timing, vous devez les tuer au couteau. Tout ça en vue subjective. Et quand vous faites toucher, vous passez la scène et du coup vous avez fait votre action. Mais si vous arrivez à faire ces séquences sans vous faire toucher, vous obtiendrez toujours un objet en plus, c'est-à-dire soit une lumière de verre, soit des munitions de pistolet, des munitions de fusil à pompe selon le degré de difficulté de comment vous progressez dans l'histoire. Vous avez un combat exclusif en subjectif contre le garde qui se déroule dans la maison du gardien. Donc un combat intégralement nouveau, tout est fait en subjectif et qui est très très stylé en termes d'animation et mine de rien de boss. Et du coup ils ont changé aussi quelques petits objets de place, notamment pour trouver le médaillon d'aigle ou le médaillon de loup, certains documents, des petits ajouts de documents exclusifs à cette version pour vous parler de certaines informations plus du lore. Et bien sûr, donc en mode multijoueur local, vous avez le Master of Inno-Killing, si je ne me trompe pas, je crois que c'est ça le nom, qui est le Master of Knifing, c'est un des deux. Et du coup, ce petit mode, c'est un mode spécial couteau, en subjectif, où vous enchaînez des sessions de salle avec le choix entre la possibilité de Jill ou Chris. Et du coup, vous devez enchaîner plusieurs salles avec le couteau, donc en vue subjectif. Vous avez toutes sortes d'ennemis, hein, vous tuez très bien des zombies, des corbeaux, vous avez les cerbères, vous avez également les hunters, vous avez le yarn en combat final, et surtout dans ce mode, vous avez Forest Speyer qui débarque en tant que super zombie, et du coup, qui vous met une petite difficulté en plus dans le mode, et qui est du coup intégralement en subjectif pour tout ce mode. Donc il y a un mode super intéressant, bien sûr qui est à débloquer, comme également pour le mode multijoueur local, les persos sont à débloquer, si vous voulez tout pouvoir vous faire plaisir et tout avoir. Du coup ensuite, alors c'est une petite version qui a été annulée, une version qui devait sortir sur Game Boy Color, qui en plus je crois avait quand même été bien avancée avant son annulation. 80% quelque chose. Et d'ailleurs il me semble que vous pouvez en plus retrouver cette version sur des émulateurs. Oui. Voilà, donc si jamais cette aventure vous tente, bah, vous avez juste à faire des petites recherches sur internet et normalement vous devrez la trouver assez facilement. Voilà, donc pour les plus curieux, je vous conseille, ça peut être très intéressant. Et bien sûr, pour finir, vous pouvez bien sûr jouer à cet opus en rail shooter dans Resident Evil The Umbrella Chronicles. Voilà, du coup c'est qui nous permet d'accéder à deux petits scénarios inédits, dont un avec Rebecca Chambers et Richard Aiken, et ensuite un autre scénario avec Albert Wesker qui nous explique un peu comment est-ce qu'il est sorti du manoir, avec du coup un combat exclusif, enfin, même je crois 2 ou 3, entre Albert Wesker et Lisa Trevor. Du coup, l'avis sur ce Resident Evil Biohazard, la version 96. Beaucoup de choses à dire.
Déjà, pour ma part, c'est une grande histoire, vu que c'est mon premier Resident Evil, mon premier Bio, que j'ai découvert la licence. Et je l'ai fait très très jeune, donc je mets toujours la petite anecdote pour vous mettre un peu les tranches d'âge. Donc voilà, premier jeu que j'ai fait donc à l'âge de 6 ans. J'ai peut-être réussi à être très très jeune, mais ce qui a fait une Ça nous rajeunit pas tout ça. qui ne rajeunit pas tout à fait. Qui a fait une expérience très forte et du coup un souvenir beaucoup plus marquant, notamment dans mon cas qui est aussi mon premier jeu confronté à l'horreur, vraiment aux premières sensations de frisson, d'exploration de l'inconnu dans un cadre horrifique, ou du moins c'était même maintenant ça paraît assez simple ou assez ringard comme certains pourraient dire, mais qui pour l'époque était révolutionnaire et très très très, très fou. Même s'il y avait déjà certains jeux ancêtres qui avaient tenté quelque chose, mais lui, le premier Resident Evil, il avait vraiment été le plus popularisé là-dessus. Et du coup, ben voilà, pour aller en profondeur, c'est un jeu que j'ai adoré, qui fait partie de mes Resident Evil préférés. Pour plusieurs points, son ambiance, une ambiance qui est pas oppressante non plus, même si certaines angles de caméra, certaines zones, certains couloirs vous mettent un peu sous l'air d'une observation, ce qui était voulu avec le système de caméra fixe. On a cette impression d'être filmé, d'être épié par ce manoir. Alors on pourrait, pour faire un petit peu des théories ou vous amuser, quand on connaît un peu le lore du jeu, mais cette impression d'être suivi par l'œil de Albert Wesker, c'est son important dans le jeu, ou même l'œil de ce Oswald Earl Spencer au final, qui est un peu comme si il nous épie à distance sur son propre manoir, sur une outil progresse. Donc on a vraiment ce côté oppression par les caméras, mais j'ai pas forcément un ressenti de peur extrême, qui est venu beaucoup plus pour ma part pour des héros suivants. Mais notamment c'était vraiment cette ambiance, les couleurs chaudes, ce manoir atypique, cette grandeur, l'impression qu'on soit tout petit dans ce lieu. Les ennemis, alors les ennemis pour la plupart basiques, hormis certains qui ont muté tels que les Hunters ou les Chimères, mais notamment juste les zombies classiques, les Cerbères, qui sont des ennemis qui sont simples mais qui parlent, que des fois nous rappellent certaines choses qu'on peut croiser, notamment les Cerbères par la race de Shifrovic et de Berman, très agressifs, qui dès qu'on est poursuivi nous mettent en tension, en face directe. Leur apparition pour les scènes cultes aussi du jeu, on connaît tous, la plupart que je vais citer, ça va vous rappeler tous ces souvenirs, mais le premier zombie, cette cinématique assez classe de cette tête qui se retourne et de ce regard froid. Pour les versions non censurées, la tête de Kenneth qui tombe et qui roule sur le côté avec la moitié du visage déchiqueté, c'était vraiment impressionnant. On a l'intro du jeu avec ce jeu d'acteurs, alors très kitsch aujourd'hui, il y a un doublage qui a été bien sûr beaucoup parodié maintenant, mais qui à l'époque était fou, qui était quand même, moi j'ai toujours vu comme travailler, j'en garde toujours ce côté peut-être lui nostalgique, mais qui a son importance, qui vraiment fait son charme aussi du jeu, que ce soit ce doublage, peut-être ces temps de parole très lents, des phrases cultes de chacun des héros. Le deal sandwich pour être plus facile pour un des gros mèmes humoristiques qu'on a maintenant, et notamment juste l'arrivée au manoir, ces phrases qu'on a tous appris par cœur, de cette cinématique de quasi d'intro. On a l'arrivée des chiens par les fenêtres, le journal du gardien pour cette écriture très angoissante, et on est à la place de ce personnage qui évolue petit à petit par sa contamination. On sent plus des scènes comme ça, les boss qui étaient très impressionnants et très même si c'était pas forcément très réaliste, mais
j'ai toujours vu ce jeu comme une part de réalisme, notamment par ce côté où on pouvait se dire que c'était un scénario qui était probable, une équipe envoyée qui se perd dans les montagnes, qui se trouve à un vieux manoir, mais qui n'était pas non plus vraiment surréaliste dans les événements, parce que c'est voilà, un virus qui contamine, du coup des zombies des personnes, des hommes, des femmes qui mutent en ces créatures cannibales, les animaux qui sont en importance, les chiens, les guêpes, on retrouve ces hunters qui sont des sortes de grenouilles qui ont muté. Les chimères, ce mélange un peu qui rappelle les mouches, mais en même temps pour ce côté humanoïde avec la transition et le mélange avec l'humain. Il y a tout ce côté réaliste qui m'a beaucoup plu, qui me faisait retrouver. Moi j'ai retrouvé l'une de mes plus grosses phobies dans le jeu, notamment les araignées, qui étaient vues par la taille. La première fois qu'on les rencontre, c'est le choc, et la première zone qu'on les rencontre, c'est justement dans la maison du gardien, cette fameuse salle, ce fameux bar-restaurant avec ce grand billard. Et dès qu'on rentre, on a cette vue avec deux grosses araignées au plafond, et ça c'était quelque chose. Puis les musiques, bien sûr, hein, les musiques de 96 qui sont pas fort. Alors certaines sont angoissantes, même si globalement c'est plus de la musique d'ambiance, j'ai toujours retrouvé là-dessus. Mais toutes les musiques sont très travaillées et très dans l'ambiance et qui s'écoutent très très bien à part du jeu. Donc sont vraiment orchestrales dans la plupart. Des grands thèmes cultes, hein, les thèmes dans l'exploration du manoir, le thème du basement du manoir, dans les fameux sous-sols. Une musique, je pense que ça vous parlera parce que dans sa manière de construction, elle était assez unique, elle mettait une certaine pression. Moi, je retiens notamment les petites énigmes, les musiques d'énigmes dans la maison du gardien, c'est des petites mélodies qui vous marquent. Les sous-sols de la maison du gardien, dans ce bassin de Neptune, il y a cette musique, ces quatre petites notes qui se répètent à intervalles réguliers sur cette petite énigme où il faut pousser les caisses dans le bassin. Donc c'est des petits moments comme ça qui, moi vraiment m'ont marqué. C'est un jeu qui m'écœure, un jeu qui est dans mon cœur. Pas confondre avec le mot écœuré. Un jeu qui est inscrit dans ma mémoire, c'est le genre de jeu que je ne sais oublier, même après autant de semaines, d'années après, je peux même ne pas y toucher pendant autant de temps, je le connais par cœur. Je ne sais pas le réapprendre comme certains ont cette possibilité. C'est vraiment un jeu unique. Pour ma part, c'est le début de tout, le début de cette licence, c'est le premier contact. Un grand amour, des graphismes qui étaient fous pour l'époque, un gameplay qui était aussi incroyable, avec ce système de caméra fixe, on ne sait pas où est l'ennemi, une visée simple, quelques touches pour faire ses actions, une prise en main facile. Juste un déplacement qui peut un petit peu perturber qui perturbe un peu certains joueurs ou qui peuvent être difficiles à l'heure actuelle par son vieillissement, mais qui pour ma part je n'ai jamais soucié avec le gameplay mécanique et un petit peu lourdingue des persos. C'est au contraire pour moi un des gros charmes de ce jeu, c'est ce côté un petit peu tank, même si au fur des épisodes ça a été modernisé et c'est cool, mais ça faisait son charme et c'est ce qui fait le chef-d'œuvre pour ma part de ce premier Resident Evil et pour tout ce qu'il apporte, ses lieux, son bestiaire, ses musiques, les plans graphiques, cinématographiques un peu du jeu, les cinématiques des jeux d'acteurs, dans sa difficulté. Alors sa difficulté qui était par contre pas simple, il faut l'avouer. C'est une difficulté qui est assez compliquée, même avec l'expérience, c'est pas le genre de jeu où je suis quand même très à l'aise, je peux vraiment le retourner facilement, il y a une prise en main, il y a des moments qui sont difficiles, mais après ça c'est aussi vu par le gameplay qui est assez vieux du jeu, et notamment sur un regard un peu plus de recul de maintenant. C'est un jeu oui, qui est pas facile, à prendre en main, et que surtout si vous n'avez pas cet esprit d'exploration, c'est pas ça va être difficile pour vous de vous mettre dans le bain. C'est un jeu où il faut vraiment
réfléchir à ce qu'on fait, il y a de la stratégie à avoir, se souvenir de ce qu'on fait, on a le principe même du jeu, l'inventaire à gérer, ses allers-retours classiques pour sa zone de sauvegarde, l'idée des rubans encreurs qui fait que chaque partie qu'on lance, c'est un peu comme un chronomètre, c'est-à-dire on prend son temps, mais en même temps on se dit qu'il faut savoir ce que l'on fait, parce que si on veut arrêter, ben on peut pas, il y a ce ruban encreur à avoir en permanence et à bien gérer. Donc il y a tout ce système-là, l'exploration, de bien fouiller chaque décor, parce que des fois il y a des objets qui vont être planqués seulement dans le décor, donc qui vont pas être visibles. Donc c'est tout des mécaniques, mais qui pour moi fait son charme. Et bien sûr, chaque version différente de ce premier Resident Evil sont tous uniques, sont tous intéressantes avec leurs exclusivités. Notamment, j'aime beaucoup la version Saturn pour son Battle Game, qui était vraiment un très bon mode. Et pour ses petits ajouts, Deadly Silence qui est une de mes versions de portage préférées, que je conseille à tout le monde de tester, même si vous voulez faire un peu votre première fois sur ce RE, car c'est la plus optimisée avec une maniabilité très très fluide, et tous les ajouts qu'il y a. Le mode classique est plus simple, c'est le mode renaissance qui est tout adapté à la DS. Le mode multijoueur local, si vous avez 3 amis avec vous, ou juste même un seul ami, vous pouvez faire ce petit mode de jeu en jouant l'équipe Alpha et Bravo des Stars réunis. Vous avez le choix de choisir vos persos, du coup, de vous compléter dans votre stratégie de jeu. C'est ce petit mode de jeu qui est intéressant, le Master of Monkey. Et seulement la version PC, je ne prononcerai pas parce que je n'ai jamais trop eu l'occasion d'approfondir dessus. Et bien sûr, de ce remake de 2002, bon, après, qui est incroyable et qui n'a fait que sublimer, et pour moi qui a rajouté la perfection de ce premier Resident Evil, et qui sera le jeu inégalable quasi pour moi ce jour, qui est le remake parfait, qui est le Resident Evil parfait, et qui j'aurais espéré et aimé que certains opus dans la suite auraient gardé un petit peu cette image-là tout en l'approfondissement, en disant voilà une nouvelle histoire, mais c'est ce côté vraiment où j'arrive pas à avoir un autre heureux aussi parfait que ce remake dans l'ère moderne. Après, dans l'ère old school, ce qui a suivi a gardé le même modèle et a été très bien, et a même au contraire modernisé, approfondi et amélioré les choses. Mais 96, c'est 96, c'est la base de tout, et il est excellent plein de points. Il y a juste 2-3 petits défauts, mais qui sont au final pas si embêtants que ça par rapport à moi. Après, je peux comprendre pour vous, que ce soit si vous êtes ancien joueur ou nouveau connaisseur de la licence, vous serez juste peut-être frustré et un petit peu déçu de la prise en main et du fait que aussi le jeu est lent, parce que le premier jeu n'est pas en 60 Hz mais en 50 Hz. Si vous voulez la 60 Hz, vous retournez sur la version japonaise. Donc c'est pas forcément accessible avec la barrière de la langue, mais hormis le gameplay et ce côté un peu peut-être maintenant ringard sur le doublage ou quoi, ou les cinématiques, le reste, si vous vous mettez dans l'ambiance, un bon casque dans le noir, pour moi, vous retrouverez les sensations de l'époque et vous plongez dans les débuts de cette magnifique licence et dans cette expérience déjà unique dans le jeu d'horreur, dans ce premier jeu survival horror qu'on a pu vraiment explorer. Alors, du coup, mon avis sur ce jeu, alors, contrairement à, du coup, bah, mon cher ami David, ce n'est pas mon premier Resident Evil, et je l'ai pas énormément touché. Je parle bien sûr de la version 96 que j'ai dû finir 1 ou 2 fois, grand maximum. Très clairement, je ne l'ai pas fait énormément de fois. Pourquoi ? Parce que déjà, je l'ai connu très très tard. Il me semble que la version 96, je l'ai fait en 2016 sur la version PS3. Donc très clairement, je l'ai fait très très tard et j'étais habitué au Resident Evil récent, tout ça. Donc j'ai eu beaucoup de mal avec le gameplay.
Même si en fait on s'y habitue très rapidement parce que si on a déjà fait Hero 2 et 3, ça reste à peu près le même système. Même si il y a quand même quelques petites améliorations bien sûr, mais en tout cas pour moi le gameplay reste à peu près le même. Mis à part quelques petites améliorations, on s'y habitue très rapidement quand on est habitué des autres héros. Après, j'ai beaucoup aimé dans tout ce qui est musique, dans tout en fait, ce qu'il proposait. D'ailleurs, en fait, Resident Evil 1 96, pour moi, ça a été en fait une occasion déjà de le faire, mais surtout en fait de découvrir comment la série a évolué avec le temps en fait. Du coup, en fait, pour la version 96, étant donné que je l'ai faite que 2 fois, j'ai très peu de choses en fait à dire, très clairement. Si ce n'est un jeu quand même qui a une durée de vie très très acceptable, même plus qu'acceptable. Vraiment, pour une première partie, on peut le faire vraiment en plus d'une dizaine d'heures quand on veut vraiment tout découvrir, toutes les salles, chaque document, et qu'on veut vraiment en fait prendre le temps de découvrir le manoir et tous ses secrets qu'il renferme. Ça prend quand même pas mal de temps. Après aussi, comme j'ai dit, en fait, niveau gameplay, j'ai pu très rapidement m'y habituer, étant donné que j'avais déjà fait le 2 et le 3, et même d'ailleurs les Outbreak, Code Veronica, donc qui possèdent à peu près le même gameplay, si ce n'est quelques améliorations, plus de fluidité, et plus d'ajouts, comme par exemple l'esquive, le demi-tour rapide, la visée automatique aussi. Mais très clairement, ça m'a pas empêché de l'apprécier. Et j'ai même beaucoup aimé. En fait, quand j'ai fini le jeu, j'avais envie en fait, de retourner dedans. C'est un jeu... En fait, comme il a plusieurs fins, t'as envie de le refaire pour avoir déjà toutes les fins, et aussi voir en fait si t'as pas oublié certaines choses, et bien sûr pour profiter aussi des armes infinies, parce que dans la version Director's Cut, après je sais plus si dans la version 96 il y a ça, on a du coup le lance-roquettes infini, oui, voilà, oui, qui est quand même très bien, et c'est quand même un pur plaisir de l'avoir. Après la version Director's Cut, étant donné que c'est la version que j'ai le plus fait entre la version 96 et Director's Cut, c'est une version que j'aime beaucoup parce que du coup on a beaucoup plus de gore parce que du coup c'est la version non censurée, et je trouve qu'elle a quand même quelques petites améliorations qui sont quand même notables, et après bien sûr comment parler de la version 96 sans parler de la version 2002. La version remake qui avait fait énormément de bruit à sa sortie, très clairement, qui a été limite un truc de fou. Moi j'avais seulement 1 an à cette époque-là, je t'ai quand même précisé, donc je n'ai pas de souvenir de ça, mais je sais que ça fait beaucoup de bruit, et même d'ailleurs les Français l'appellent par un nom que je n'apprécie pas, parce que pour moi en fait c'est un nom qui est faux, car ça n'est pas officialisé par Capcom, donc c'est un nom qui est faux. Voilà, pour moi en fait quand vous me dites Resident Evil Rebirth, c'est un Resident Evil que je ne connais pas. Voilà, parce que c'est un nom qui n'est pas officiel, qui n'a pas été officialisé par Capcom, donc pour moi c'est un nom qui est faux. Voilà. Vraiment c'est en fait la version que j'ai le plus fait et que j'ai vraiment apprécié. Il y a énormément de nouveautés, le jeu qui a des graphismes vraiment sublimes pour son époque. Vraiment en 2002, le jeu il était très beau. On avait quand même quelques petits ajouts aussi dans le gameplay, par exemple le fait de pouvoir utiliser des poignards ou alors un taser, le demi-tour rapide, la visée automatique, enfin tous ces petits trucs là qui faisaient en sorte que le jeu en fait n'était que meilleur. En fait, comme a dit David, c'est une amélioration. Il n'a fait que sublimer son prédécesseur, et c'est une bonne chose en fait, et c'est ce qu'on recherche en fait dans un remake, c'est qu'il soit mieux que l'épisode original, qu'il soit au-dessus. Bon, après bien sûr, pour certaines personnes, la version 2002 est en dessous, et je comprends totalement. Parce que il y a énormément de changements, et ça peut brusquer certains fans qui sont vraiment fans que du premier opus, je peux comprendre. Mais admettez que pour un nouveau joueur, le gameplay est juste beaucoup plus accessible, le jeu est beaucoup plus accessible car il est plus simple, car on a même une difficulté plus facile, donc la difficulté qui est très facile. Donc franchement, me dire qu'il n'est pas plus accessible que la version 96, ce serait mentir, parce que il a une difficulté beaucoup plus simple, le gameplay a été revisité, et même les musiques aussi changent. Donc en vrai, pour moi, ce que je vous conseille, c'est bien sûr de faire toutes les versions que vous pouvez, même la version Saturn aussi, que j'avais pu faire seulement une seule fois, donc c'est pour ça, tout à l'heure en fait j'ai dit que je l'avais pas faite, mais en fait je me suis souvenu qu'en fait si, mais par contre j'ai jamais touché au mode battle. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais même aussi des fois, c'est des oublis, parce que je l'ai fait en fait il y a tellement longtemps que je m'en souviens plus, mais maintenant ça me revient un petit peu.
mais j'ai pas pu faire en fait le mode battle parce qu'en fait j'avais pas pu en fait le finir à cette époque-là. Oui. Mais je me le referai sûrement sur émulateur un peu plus tard. Comme ça, moi, je pourrais toucher le mode battle qui m'intéresse quand même. Et bien sûr, la version PC qui est quand même beaucoup plus sympa, qui est plus rapide, qui est quand même cool. Et d'ailleurs, en plus, je crois que dans cette version, on pouvait passer les cutscenes. Voilà. Alors que dans la version PlayStation, on pouvait pas les passer. Donc ça permet du coup, si jamais vous avez déjà fini le jeu, vous avez pas envie de vous faire chier avec les cutscenes à chaque fois, vous pouvez les passer. Et ça c'est cool. Et je crois qu'aussi on pouvait même aussi passer les passements de portes, je crois. Oui, il me semble. Donc après, ça. La version optimisée, c'est vraiment la Deadly Silence. Ça. Vous pouvez passer Oui. Oui. Celle-là en fait c'est la meilleure version de la version originale. Voilà, c'est la version. Voilà. C'est la meilleure version. Voilà. Le gameplay retravaillé, on a plein de petites nouveautés, tout ça, et franchement c'est aussi très sympa parce que, alors je crois que c'est dans la version classique, dans l'écran tactile, on a la carte, on a la map en temps réel, et du coup ça permet de plus facilement se repérer. Et ça c'est quelque chose qui est vraiment très bien et qui a été ultra bien pensé. Et donc franchement, comme a dit David, ouais, je peux aussi en fait le conseiller même pour une première fois, très clairement. Après du coup comme j'ai dit tout à l'heure, le mieux c'est en fait de faire toutes les versions parce que chaque version a ses petites exclusivités. C'est ça. Et du coup après la version remaster HD qui est du coup sortie sur PlayStation 3 et PlayStation 4, en fait qui comporte pas non plus tant de grosses différences que sa version 2002 si ce n'est juste des graphismes rehaussés. Peut-être, je sais pas après s'il y a d'autres musiques qui ont été sublimées ou je sais plus. Mais la difficulté a été un petit peu revue, c'est-à-dire ils l'ont un petit peu facilité. Oui, justement, il y a un mode très facile et puis il me semble que si jamais en fait avec Jill vous revenez dans le hall après la cinématique, il y a des petits dialogues en fait qui vont s'enclencher entre Jill et Albert Wesker et en fait après le zombie ne sera plus dans la salle en train de manger canettes mais il sera en fait dans la salle à manger et là du coup vous activerez le mode ultra facile qui est encore plus simple, là où les ennemis meurent en seulement 3 balles, 3 voire 4 balles et vous avez énormément de munitions, de soins, vous êtes beaucoup moins vulnérable. Donc franchement pour les joueurs qui n'ont pas du tout l'habitude, faut vraiment commencer par ce genre de version, des versions avec des modes beaucoup plus simples si jamais vous n'avez pas trop l'habitude. Après si jamais vous aimez le défi, la version 96 en difficulté normale et c'est bon, vous êtes bien. Voilà, mais vous allez quand même un petit peu galérer. Après le gameplay de la version 96, contrairement à David qui lui l'a plutôt bien apprécié, moi c'était un peu l'inverse. Comme j'ai dit, j'ai quand même eu l'habitude, mais il y a quand même de grosses différences. Le jeu est beaucoup plus mécanique. Enfin, je sais pas vraiment comment l'expliquer, mais voilà, merci. Les contrôles ne sont pas souples, mais totalement rigides. C'est vraiment ligne droite, angle droit. C'est pas genre des angles arrondis. C'est pas, voilà, c'est beaucoup plus rigide. Et alors il y a 2 autres problèmes. Quand on se fait attaquer par un zombie, la seule façon de se faire enlever, c'est d'appuyer sur toutes les touches de sa manette, et aussi quand on est en faible ou danger, on ne le voit pas sur le personnage. On est obligé de regarder l'inventaire, et ça c'est quelque chose en fait quand t'es pas habitué, que t'es habitué en fait à Resident Evil 2 et 3, qui du coup eux quand t'es en faible, il se tient la poitrine, et quand il est en danger, il se tient la poitrine et il marche beaucoup plus lentement. Là on pouvait le voir sans même avoir besoin de montrer l'inventaire. Là on était obligé de montrer l'inventaire. Ça c'est un petit peu un mauvais point, mais au moins ça a été remis du coup sur la version 2002, donc c'est quand même cool. Après aussi le fait qu'il n'y ait pas de visée automatique, ça peut frustrer. Vraiment quand on n'a pas l'habitude, par exemple Resident Evil 2 sorti 2 ans après, qui lui possède une visée automatique, jamais vous avez l'habitude de jouer à Resident Evil 2 et 3, vous avez l'habitude de la visée automatique. Là il n'y a pas de visée automatique sauf dans la version Jap je crois. Et du coup, quand vous n'êtes pas du tout habitué, ça va être très dur. Et je pense que si jamais vous n'avez pas l'habitude, vous allez louper quelques balles. Mais bon, rien de très grave. Ça ne vous empêchera pas de finir le jeu. Et bien sûr, je trouve la version de 1996. En fait, je trouve que c'est la version la plus difficile. Très clairement. C'est l'une des versions qui m'a pris le plus de temps à finir. Contrairement à la version 2002 ou la version remake. Remake, remaster. Oui. Ouais. Donc la version 96, bien sûr je vous la conseille, mais si jamais vous voulez commencer, je vous conseillerais soit Director's Cut, soit Deadly Silence pour la version 96, pour vraiment faire les versions de base. Après, si vous n'êtes pas fan des anciens graphismes, la version 2002 ou la version remaster HD,
Voilà, vous ouvriront les bras. Du coup, on va passer à la note. Alors, je vais noter la version 96. Alors, dans la notation de cette version 96, je vais compter toutes les versions, sauf la version 2002 et Remaster HD et la version Archive sur Wii. Voilà, je vais vraiment en fait compter les versions qui sont vraiment en fait repris de la version originale. Donc la version 96, Director's Cut, DualShock version, la version Saturn, PC, Deadly Silence. Voilà, je vais vraiment mettre toutes ces versions-là dans le même panier pour du coup faire juste 2 notations, comme ça m'évite de faire chaque note pour chaque jeu parce que ça serait trop long. Voilà. Exactement. Du coup pour la version 96, ça sera un bon 17 sur 20. Pour moi c'est une note excellente parce que en fait moi mon ordre de notation c'est 18 perfection, 16 l'excellence, 14 très bien, 12 bien, 10 moyenne. Voilà, donc moyen, voilà. Donc 17, ce qui veut dire qu'il est vraiment très bien et même il frise la perfection. Très clairement, il n'y a pas de défaut majeur de ce jeu parce que le gameplay, certes, ça reste un petit défaut, mais quand tu le fais une fois, après t'es habitué, t'as l'habitude et c'est un jeu en fait, je trouve que on évolue très vite. C'est-à-dire que quand on finit une fois, bah après la deuxième partie, elle semble beaucoup plus simple. Très clairement, parce qu'on est habitué au gameplay, au fonctionnement des ennemis, au système de jeu. Donc franchement c'est un jeu qui est pas forcément accessible pour tous dans sa version 96, mais comme je l'ai dit, la version Deadly Silence ou la version Director's Cut vous feront plaisir si jamais vous n'êtes pas trop adepte des jeux trop hard. Mais franchement, si jamais vous avez l'habitude, ou même si vous ne l'avez pas, vous allez très vite vous habituer. Je trouve que c'est un jeu, peut-être que certains ne penseront pas la même chose que moi, mais moi en tout cas c'est ce que je pense que c'est un jeu qui reste accessible. Accessible vraiment pour tout public, très clairement. Voilà, parce que par exemple, David, lui, quand il l'a fait, comme il a dit, il avait 6 ans. Vous avez vu, il a réussi à le finir, et même à le refaire par la suite. Donc franchement, c'est accessible. Voilà. Après, bien sûr, pas pour tout le monde, mais il reste quand même accessible dans la moyenne, dans la majorité. Donc, si jamais vous avez l'occasion de le faire, bien sûr, je vous conseille de foncer, vraiment d'y aller, parce que c'est une série qui est géniale, qui est légendaire, qui est presque parfaite, finalement. Et donc voilà, longue vie à RE et bien sûr, je vous le conseille. Ensuite, la version 2002, je lui mettrai un petit 18 sur 20. Donc un peu mieux que la version 96. Pourquoi ? Tout simplement parce que le gameplay est amélioré. Du coup, c'est un défaut qui est devenu maintenant un avantage. Donc, du coup, c'est pour ça que je note un peu plus haut, parce qu'il est mieux fait dans sa conception et on pourra pas mentir sur le fait que le gameplay est bien mieux retravaillé, bien plus fluide, bien plus souple. Et en plus de ça, même pour ceux qui sont habitués au gameplay ancien, on pouvait choisir entre le gameplay classique et le gameplay remake. Donc, il y en avait pour tout le monde. Donc si jamais vous étiez habitué au gameplay de la version 96, vous pouvez mettre les commandes en mode classique, qui vous permettait du coup de jouer au jeu dans sa version 96, bien sûr juste pour les contrôles. Et ça, je trouvais ça vraiment très bien. Et bien sûr, comme j'ai dit, du coup, c'est la version qui est pour moi mieux, parce que voilà, un gameplay retravaillé, les musiques refaites qui sont tout de même excellentes, qui n'égale pas celle de 96 à mon sens, bien sûr, mais quand même reste tout de même très très bien. Voilà, je trouve que les personnages ont été bien mieux réécrits. Par exemple Wesker, je trouve qu'on a un peu plus de dialogue avec lui et tout, qu'il est bien mieux écrit, et même d'ailleurs en fait chaque personnage est bien mieux. Et puis même aussi par exemple la cinématique d'intro fait en image de synthèse, et franchement moi il y a une scène à l'époque qui m'avait fait frissonner, c'était je crois c'est la mort de voilà, qui est sanglante avec du coup la caméra de Joseph, on voit du coup des chiens lui sauter dessus, on l'entend crier, se faire déchiqueter avec une petite musique qui met des frissons. Là, juste en parler, j'ai des frissons dans la colonne vertébrale, donc c'est pour vous dire. Très clairement, c'est une scène qui, moi, à l'époque, m'avait marqué. Et franchement, moi j'avais adoré juste la cinématique d'intro et tout, ça tenait vraiment dans l'ambiance. Et c'est juste génial. Voilà. Et après... chaque cinématique, cutscenes, tout ça aussi qui ont été légèrement refaites avec des dialogues retravaillés qui rendent le jeu un peu plus sérieux, parce que aussi, faut savoir, c'est ce qui faisait aussi un petit peu le charme de la version 96, c'est qu'on était dans un jeu qui se prenait pas trop au sérieux en fait à 100%, juste dans la cinématique d'intro, avec la présentation de chaque personnage, tu sens que c'est un jeu qui est pas à 100% dans ce qu'il veut faire. On sent qu'il veut quand même prendre une direction un peu plus nanar, tout ça, et
c'est réussi, très clairement c'est réussi. Là dans la version remake, ils se prennent un peu plus au sérieux, et c'est tout aussi bien, même mieux, parce que moi j'ai toujours pris Resident Evil comme une série sérieuse, non à but humoristique. Donc c'est pour ça que là j'ai trouvé que le fait qu'ils restent en termes réalistes et qu'ils se prennent au sérieux, j'ai trouvé ça mieux. Voilà. Peut-être qu'il y en a qui sont pas dans mon avis, et il n'y a pas de souci. Bien sûr, c'est mon avis, voilà, ce sont mes notations. Bien sûr, je vous invite aussi à mettre les vôtres en commentaire si jamais vous avez envie de débattre avec nous, ou même juste de donner votre avis avec une petite notation, tout ça, c'est très intéressant, on les lira avec un pur plaisir. Voilà. Donc, en tout cas, moi, pour ma notation, c'est terminé, voilà. Donc, 17/20 pour la version 96, et du coup, toutes les autres versions, Director's Cut, Sega, PC, Deadly Silence, et du coup, ensuite, 18/20 pour la version remake de 2002 et la version remaster HD. Voilà, c'est tout pour moi, et du coup on va passer à la notation par Monsieur David. Tout à fait. Du coup, pour introduire la note, après cet excellent avis au point de vue et notation de mon ami Daniel. Alors, la version 96, donc je parle du même principe, du coup, je vais compiler toutes les versions de 96 que avait cité juste avant dernière. Donc c'est avec le recul bien sûr, parce que je vais noter, comme dit, je note à l'heure actuelle du coup qu'il y a un certain recul que j'ai quand même fait sur certains points en mettant on voit un peu la nostalgie du jeu et tout ça pour quand même avoir un avis intéressant et pas juste mélanger et tenir dans l'enfance. Mais pour cette version 96, je mettrais un bon... Je mettrais quand même 18 sur 1. Parce qu'il a apporté beaucoup de choses et que c'est un jeu qui a fait son gameplay qui est mal et qui fait que ça peut être difficile. Mais sur tous les autres points, je trouve que c'est un jeu qui est encore très bien abordable à l'heure actuelle et qui, tous ces autres aspects, je suis totalement d'accord. Il a toujours des plans. Il y a que vraiment voilà, la lourdeur du perso, le gameplay, la lenteur, et voilà, encore plus le fait de doublage et certaines cinématiques qui sont un peu plus difficiles pour certains. Ouais, on a le côté qui va un petit peu nous sortir du jeu parce qu'on se dit c'est un peu moins sérieux, c'est un peu plus frustrant, mais sur tout le reste, les ennemis sont bien faits, l'IA est bien fait pour l'époque, l'inventaire est très efficace, très clair, surtout les mécaniques, le système de jeu, les musiques sont entièrement aussi la dynamique, très accessible très facilement pour maintenant. Oui. De qualité, qui a rien à dire, chaque version a leur petite nouveauté, exclusivité qui fait que de toutes les coups d'être joué, c'est pas juste des versions sorties pour une console et qu'on dit c'est le même jeu, non, c'était pour inciter à découvrir les différences et se dire que si on était une personne qui avait la PS5, on avait un ami qui avait une capture, même si on avait fait la même expérience de jeu, bah, l'un et l'autre se complétaient en rajoutant ces exclusivités de sa machine. La version c'était un ennemi en plus en mode battle, et la personne qui avait sa version standard, bah, il avait c'était du basique, il n'avait pas en plus des autres, mais il avait une basique, il avait quand même une expérience intéressante, son troisième compte qui avait été Deadly Silence, pareil, il avait lui au contraire plus de modes accessibles, des versions PC, ils ont des personnages plus rapides, et ce côté harmoniste encore supplémentaire. Du coup, ça complète les avis de chacun, et c'est ce qui fait que au final, on se regroupe et ça donne envie d'encore plus partager, encore plus de se réunir, et cette convivialité. Et ce qui fait la force de cette mission, c'est aussi la force du premier impact de ce premier Resident Evil, c'est ce côté où il y a un niveau qui est d'accord et qui s'est réuni et qui a poussé jusqu'à ce jour tous les projets du Capcom, que ce soit Capcom dans la suite des jeux et notamment dans tous les sites, tous les communes françaises et internationales qui ont de la saga. J'ai commencé à partir de ce premier pilote, qui n'aurait pas été aussi important avec les efficace. On ne sait peut-être pas là aujourd'hui avec autant de
pas un autant d'enthousiasme, autant de suivi, et autant de documentation et d'approfondissement. Donc voilà, pour moi, il reste un excellent épisode. Et c'est pour ça que pour moi, oui, une note de 18 sur 20, c'est excellent. Et mais qui a ce qu'il faut à noter, parce que pour moi, la version 96 n'est plus le côté perfection encore que j'imaginais à l'époque. C'est vraiment un excellent opus, mais qui a ses défauts notables et qui est compréhensible dans le côté qu'on a envie moins d'y toucher, qu'on a cette sensation de l'oublier. Et c'est compréhensible par ce côté lenteur, rigide, et maintenant par rapport à d'autres jeux de qualité et d'écriture moderne, où c'est vrai que sur le côté doublage et même voilà, sur certaines traductions, des comme ça peut des fois vous faire sortir, et ça je comprends totalement parce que avec les connaissances de maintenant et les consoles et l'ère de maintenant, bah, c'est aussi à prendre en compte, et même si les souvenirs sont là, il faut se mettre à la place de vous, vous êtes des nouveaux joueurs, jeunes joueurs, ou peu importe votre âge, et si vous êtes des anciens joueurs, mais qui a aussi évolué, bah, je peux comprendre que voilà, ça peut être ces petits 2-3 détails qui vous embêtent. Après, sur le côté, les autres qualités qu'il a, bah, comme toujours, hein, quand on a un amour pour quelque chose, ça reste les qualités qui dominent sur les défauts, et notamment dans cet exemple, les qualités sont tellement nombreuses qu'au final, les 2-3 défauts, bah, c'est un peu des axes d'amélioration. Ce sont pas des défauts à mes yeux, juste des axes d'amélioration, c'est-à-dire que je les vois comme une base de possibilités qu'ils ont tentées, qui sont pas super ou avec le temps un peu moins bien, mais qu'on sait que grâce à ces axes-là, on a eu du mieux par la suite, et ce qui a amené au plus suivant. Donc voilà, 96, ah bon, 18 sur 20. Concernant 2002, alors 2002, ça va être très simple. Je vais vous donner une note je vais essayer de vous expliquer mon point de vue. Donc je lui mets 19 sur 20 parce que c'est la quasi-perfection. Je mets pas le 20 sur 20 parce que j'ai beaucoup appris, et c'est notamment un peu une des philosophies où j'étais beaucoup en accord avec Damien, qui m'a beaucoup, avec les années que l'on se connaît, qui m'a un peu forgé ça aussi, qui m'a un peu remis certains points qui étaient intéressants. Et dans mon cœur de gamer, je mettrais 20 sur 20. C'est pour ça que vraiment dans un idéal de fanatisme et de passionné pur, je mettrais 20. Mais dans ce monde réaliste, sur ce côté de vie de tous les jours, les machines, sur le jeu vidéo, 19 sur 20 parce que, comme le dit très bien Damien, un jeu ne peut être parfait, mais on peut s'y en approcher. Et 2002, c'est ça. C'est le jeu qui s'est approché de la perfection, mais qui ne l'est pas, parce qu'il a ses défauts. Il a forcément des petits défauts, des difficultés qui peuvent quand même être faciles à accessibles, ces caméras fixes qui peuvent encore perturber certains, ou d'autres aspects, des petits ajouts qui peuvent décevoir, ou encore les traductions du jeu pour les plus pointilleux qui pour eux la langue et le lore selon les versions sont importants. Tout ça contribue à ces petits défauts ou à d'autres choses, mais moi à mes yeux c'est compliqué de vous donner des défauts. J'ai dû chercher, j'ai dû me forcer un peu à en citer, et c'est le genre de jeu que jusqu'à maintenant j'en ai pas, et pour moi c'est pour ça que je vous dis c'est le jeu parfait. Mais comme je le redis encore, et comme je dis toujours très bien, et je peux se le rappeler, bien sûr, la perfection n'existe pas dans quel que soit le domaine, mais on peut s'y approcher, et du coup, 2002 s'est approché. Il ne peut pas l'atteindre, vu qu'il reste un jeu vidéo et qu'il a forcément des petits défauts, des petits bugs, comme chaque jeu. Mais voilà, on y approche, et 19 sur 20 dans ma note actuelle de joueur et de moyens, mais dans les rêves les plus fous et dans mon côté non-objectivité et non-subjectif, j'aurais mis dans mon profond cœur un 20 sur 20. Et voilà, je vais essayer de vous montrer l'image et que vous comprenez mieux le point de vue. Mais du coup, pareil, sinon,
pas grand chose à rajouter sur 2002 parce que de toute façon on s'est complété et Damien a très bien résumé les points que j'ai pu oublier, donc c'est pour ça que je ne vais pas recycler les choses parce qu'il a déjà tout mis. Et donc pour conclure, c'est simple. Voilà, 96-18 et 2002-19 sur 20. Ah, c'est de très belles notes. D'ailleurs, je voulais rajouter un truc pour la version remake et remaster HD. Ce qui était bien aussi, c'était ces 2 nouveaux modes de jeu, donc le mode survie et invisible. Oui. Et quand on les faisait, on avait un message spécial de Shinji Mikami lui-même. Et ça, je trouve que c'était un détail excellent, franchement. Ah, mais excellent. Et quand tu finissais ça et que t'avais ça, t'étais heureux, quoi. Parce que on a l'impression que c'est adressé directement à vous. Oui, c'est ça. La mise en scène du document, parce que même en fond d'écran, c'est vraiment on a vraiment l'impression que c'est la vraie lettre qu'il a écrite à la main. Je sais pas, la mise en scène du truc fait qu'on a l'impression de se retrouver dans son bureau et que ça nous est directement adressé. Même si on sait que c'est adressé à des millions de joueurs, mais d'un point de vue personnel, enfin, des millions, il n'y a pas tout le monde qui ont fini ces 2 modes, donc au final, c'est pas non plus tout le monde, mais... Qui ont été courageux, du moins. Ouais. Les gens les plus braves et les plus courageux, très clairement. Le message, et puis vous dire qu'il vous offre accès à cette galerie d'images inédites, des storyboards, des costumes, c'était aussi des petits pouces. Et quand on s'embête à faire ce challenge hardcore et difficile proposé. Qui est un petit peu le vrai mode que devrait être Resident Evil, ce côté où il n'y a pas de visée automatique et les coffres ne communiquent pas entre eux. C'était vraiment un peu le côté réalisme pur. Oui. C'est un peu le mode souhaité qui voulait un peu expliquer ce que devrait vraiment être une expérience réelle dans ce manoir. De se dire que voilà, on est comme dans la vraie vie, on peut pas viser automatiquement ce qu'on veut, c'est nous-mêmes qui gèrent, et ce côté les coffres qui fait qu'on doit réfléchir. Hein. Chaque coffre ont leur stockage et il faut se débrouiller pour avancer. Ouais, c'était vraiment un mode très très bien, même si bon après, pas accessible pour tout le monde, mais si jamais vous aimez le défi, il faut y aller, tout simplement. Ne vous inquiétez pas, avec nous, on vous fera, oui, exactement. Un magnifique guide 100% où on vous montrera le mode survie et le mode invisible aussi. Tout à fait. Et du coup, on va passer à la conclusion. Tout à fait. Voilà, donc cette vidéo avis et débat est terminée. Donc en conclusion, on vous conseille à 100% ces 2 Resident Evil. Ces 2 versions majeures, qu'à la version 96 et la version 2002. On vous conseille les 2. Voilà, très clairement, ce sont 2 versions qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients. Et très clairement qui méritent tous 2 d'être faites, car il y a quand même des petites différences scénaristiques entre les 2. Donc si jamais vous êtes vraiment fan, ou même si vous êtes nouveau, je vous les conseille. Voilà, très clairement. Si jamais vous avez la moindre occasion de les faire, mais foncez. Surtout que ces Resident Evil là, bon, la version PS1, certes, elle peut coûter cher, mais si jamais vous avez un bon PC, vous pouvez très bien trouver un bon émulateur, voire même en fait directement les jouer en démat sur PC. Voilà, vous pourrez en plus trouver les versions françaises assez facilement, gratuitement. Donc franchement, foncez. Après, pour la version 2002, sur le PlayStation Store ça coûte pas très cher, et puis la version GameCube elle coûte pas non plus extrêmement cher. Oui, en plus. Voilà, moi par exemple, pour la version PS4 ça m'avait coûté je crois 10€ avec Resident Evil 0. Voilà, je crois que c'est une compilation des 2 épisodes avec du coup toutes les tenues de Resident Evil 0. Donc très clairement pour une dizaine d'euros t'as 2 jeux, et le jeu seul ce sera peut-être 5€. Donc franchement, foncez. Si jamais vous avez l'occasion de le voir sur ce prix-là, mais foncez, parce qu'il en vaut le coup. Si vous aimez ce genre de jeu, style survival horror, action, assez calme, mais dynamique dans ses combats de boss, tout ça, et vraiment qu'il y a un univers ultra rempli, ultra complet, franchement, foncez. Vraiment, j'ai rien d'autre en fait à vous dire que foncez en fait. Cette série est juste géniale. Si vous avez l'occasion, n'importe laquelle, je sais pas, que un ami vous dit j'ai ce jeu-là, machin et tout, jamais ça t'intéresse, machin. Demandez-lui de vous le prêter, et vraiment, mais faites-le. C'est un ordre, vous m'entendez? Faites-le, vraiment. Au moins le premier pour commencer. Après, jamais vous aimez, faites du coup la suite. Après, jamais vous aimez pas, tant pis, c'est pas grave de toute façon. Oui, voilà, c'est ça. Le plus important, c'est d'essayer. Exactement. Et si vous faisiez au moins l'effort de finir le jeu, ça sera déjà énorme.
Et franchement, vous pourrez ensuite donner votre avis. Et même si jamais en fait vous avez un avis négatif sur le jeu, c'est pas grave. Vous inquiétez pas, il n'y a pas tout le monde qui aime Resident Evil. Hein. Voilà, il y a bien des gens qui n'aiment pas, des gens qui même haïssent ces jeux-là, voire même en fait des gens qui n'ont jamais touché à un seul héros, qui ne connaissent pas la série. Et quand on leur dit Resident Evil ou même Biohazard, ils connaissent pas. Mais ça n'est pas grave, vous inquiétez pas. Chacun sa culture, chacun connaît ce qu'il veut connaître. On respecte. Voilà, bien sûr. Et puis après, jamais vous aimez pas le jeu, bah c'est pas grave, on vous aime quand même. Il y a aucun problème. Voilà, vous avez bien le droit de pas aimer. Et n'hésitez pas à dire si vous mécontentez, si vous n'êtes pas d'accord sur certains points. Les commentaires sont là. Exactement. Et n'hésitez pas à dire pourquoi est-ce que vous l'aimez pas, vos points que vraiment vous n'aimez pas, et ce qui fait que vous n'aimez pas ce jeu, ou au contraire, jamais aussi vous l'avez aimé, bah dites pourquoi. C'est très intéressant parce que aussi vous pourrez peut-être aussi compléter nos avis, parce que peut-être qu'on a aussi oublié des choses en disant ce qu'on en a pensé, tout ça. Donc si jamais vous pouvez apporter des précisions, des nouvelles choses, tout ça, n'hésitez surtout pas. Très clairement, on y répondra, on les lira avec passion, comme d'habitude. Voilà. Donc quelque chose à rajouter avant qu'on fasse l'outro? Ouais, je vais juste dire deux petits trucs. Le premier concernant sur le côté du jeu, comme on vous invite à vraiment faire votre propre expérience. Comme on dit, sont tous sujets que vous lisez, vidéos que vous voyez, ou même cette vidéo en question, c'est nos avis purement perso et subjectifs. On n'a pas un avis universel, donc prenez toujours en compte que voilà, c'est juste un complément d'information pour vous, pour votre évolution de joueur passionné personnel. Et comme je vais citer une petite citation concernant si vous avez vraiment peur ou quoi, sachez que comme disait Mike Horn, ne pas essayer, ne pas vouloir essayer quelque chose, c'est déjà un échec en soi. Donc quand vous faites quelque chose, et non, là dans ce cadre, vous hésitez, ne vous posez pas la question. Vous voulez découvrir Resident Evil, testez. Et si ça vous plaît, tant mieux. Si ça vous plaît pas, au moins vous n'aurez aucun regret. Vous aurez fait votre expérience, votre propre jugement. Et du coup, deuxièmement, pour finir, et vous montrer un peu cet amour éternel et ce pourquoi autant d'années de passion sur cette licence. Mais comme disait très bien aussi nos amis japonais, et pour citer l'ami confrère aussi Derek Strike, Biohazard is not just a game. Exactement, c'est une très belle conclusion. Voilà, Derek, jamais tu passes par là, nous te saluons. Voilà, bien sûr. Nous te saluons, nous t'embrassons et on espère que tu vas très bien. Du coup, on va passer à l'outro de la vidéo. Donc voilà, c'est la fin de cet avis débat où on aura quand même fait une longue présentation du jeu, mais c'est normal, voilà, pour ceux qui par exemple ne connaissent pas le jeu ou qui ne connaissent pas toutes ces versions, c'est toujours sympathique d'apporter des précisions, mais bien sûr nous ferons une autre vidéo beaucoup plus complète, voilà, sur ce jeu, et nous ferons même aussi une rétrospective où on parlera du lore avant Resident Evil et même avant Resident Evil 0. Très clairement, voilà, on vous parlera de tout, de la création de Umbrella jusqu'à sa destruction et même jusqu'à la création d'autres entreprises pharmaceutiques, tout ça. Donc voilà. Du coup, on espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà. On espère que vous aurez peut-être appris des choses, que vous aurez pris du plaisir en regardant cette vidéo. Je vais faire un peu le mec corpo, mais n'hésitez pas, si jamais vous avez aimé la vidéo, mettre un petit pouce bleu, c'est toujours sympathique, ça permet de savoir aussi si vous avez aimé, si on continue dans cette lignée ou si on change un peu de type de vidéo. Voilà, si jamais vous avez aimé ou pas aimé la vidéo aussi, dites-le aussi en commentaire. Voilà, par exemple des trucs qu'on pourrait améliorer, des trucs qu'on pourrait changer, tout ça, donc voilà, n'hésitez surtout pas. Et bien sûr, comme on le dit, longue vie à Resident Evil. Exactement. Allez, ciao tout le monde. Ciao.